Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir pour notre webinaire sur le jardin nourricier scientifique avec Stéphane. N'hésitez Bonjour. pas, voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, dire bonjour, si vous voulez allumer votre caméra aussi. Pour le début, c'est toujours sympa de voir qui est présente et présent ce soir. Bonsoir. 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 On va encore attendre un tout petit peu et puis on commence d'ici 2 minutes. Si vous voulez, pour celles et ceux qui arrivent, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, de dire d'où vous venez. On a des personnes qui viennent du coup de Suisse, près de Lausanne. On a d'autres personnes qui viennent de Vaucluse. N'hésitez pas aussi à dire peut-être à quelle échelle vous expérimentez, si vous êtes plutôt dans un jardin, plutôt dans un verger. Voilà, quelle est votre situation, si vous avez un jardin ou pas d'ailleurs, ou si vous venez plutôt en tant que curieuse ou curieux sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter puis à interagir pendant la visio. Ce webinaire, ce soir, il est organisé donc dans le cadre de nos webinaires de retour d'expérience qu'on organise une fois par mois avec l'association Destination Saint-Tropez. Et les missions de notre association, c'est de promouvoir et de diffuser l'agriculture syntropique partout en France. Et pour ça, on organise une fois par mois, chaque premier lundi du mois. Vous pouvez le noter dans vos calendriers, ce sera toujours à la même heure, à 20 heures. Chaque premier lundi du mois, on organise des webinaires de retour d'expérience. Donc à la fois de professionnels et à la fois de particuliers. On essaye vraiment d'en avoir pour tout le monde, pour que chacun et chacune puisse y trouver son compte. Et voilà, donc aujourd'hui, ce soir, on est en compagnie de Stéphane Sénan de l'Oasis Gourmande, qui est un lieu que Stéphane développe situé dans la Sarthe, pas très loin du Mans. Et donc ce soir, on va plutôt avoir un retour d'expérience sur le jardin, son approche du jardin syntropique, et puis comme vous avez pu le recevoir, notamment de sa guilde de pêcher, voilà, comment lui il a mis en place l'agriculture syntropique suite aux formations qu'il a pu avoir, et puis comment il a mixé ça aussi avec ses connaissances d'agronome et, euh, et de formateur en permaculture. Donc, si vous souhaitez nous aider en tant qu'association, n'hésitez pas soit nous venir nous aider financièrement, mais aussi et surtout peut-être à venir nous rejoindre tout simplement. On organise pour les personnes qui adhèrent à l'association, en plus de ces webinaires-là de retour d'expérience une fois par mois, on a deux temps dans lesquels on se rencontre par mois, un temps qui est plutôt dédié à travail en interne de l'association pour les membres actifs et membres actives, et puis un temps pour les personnes qui sont plus en soutien de l'association une fois par mois où on va venir explorer un sujet thématique. Par exemple, il y a 2 semaines, on a exploré comment aborder ces plantations syntropiques en automne. Qu'est-ce qu'on fait à l'automne en lien avec la syntropie? Voilà, donc c'est ce qu'on propose pour les membres de l'association. Donc n'hésitez pas à adhérer, à nous rejoindre si ça vous dit ensuite d'aller explorer un peu plus en profondeur et puis de participer et de venir nous aider dans la diffusion et la propagation de l'agroforesterie syntropique partout en France. Eh ben, on est 40, il est 20h05, donc je vous propose de commencer et je vais te laisser la main après cette introduction, Stéphane, pour te présenter et puis je te laisse partager ton écran. Eh ben, merci Lucas. Merci Lucas pour cette introduction. Oui, je pense qu'on va faire les questions plutôt à la fin, comme ça, voilà, je vais dérouler la présentation et puis je répondrai à toutes les questions, voilà, Ok, ça marche. dans Donc, les dernières 20 minutes, quoi. précision pour tout le monde, si donc il y a des choses que vous comprenez pas au niveau du vocabulaire, peut-être, n'hésitez pas là à le poser. Moi, je vous répondrai directement dans le chat, comme ça vous serez pas largué quand même, quoi. Voilà, eh bien, merci. Voilà, je suis très content voilà, de vous présenter donc, les projets de l'Oasis Gourmande qui est situé en Mayenne, hein. Effectivement, alors pas en Sarthe, Lucas, parce qu'on est juste à côté, mais pas de souci. Voilà, c'est nos amis aussi de la Sarthe. Donc, l'Oasis Gourmande est bien situé en Mayenne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler voilà, du jardin nourricier Saint-Tropique voilà, que j'ai mis en place l'année dernière. Et on va démarrer juste un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas.
encore. Ah oui, juste je vous dis un petit peu comment ça va se présenter. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Avant les questions, voilà, moi je vais me présenter et présenter aussi l'Oasis Gourmande. Ensuite, on va passer au design d'un des espaces que j'ai traité en Saint-Tropez. Ensuite, on verra, il y aura un petit reportage photo pour que vous puissiez vous imprégner et puis voir voilà, concrètement sur le terrain comment ça se passe. Je donnerai quelques informations sur bah, le temps que j'ai passé et puis un peu quelques données économiques sur le budget. Et puis à la fin, je vous donnerai voilà, quelques conseils et puis des erreurs peut-être voilà, qui pourraient être évitées pour une prochaine guilde en Saint-Tropez. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je m'appelle Stéphane Sénan. Moi, je suis fils d'agriculteur en Bretagne. Donc, j'ai grandi à la ferme là jusqu'à 18 ans. Ensuite, je suis parti faire une école d'agronomie conventionnelle à Paris. Et donc, au bout de quelques années, je me suis aperçu que j'aurais plus enfin, aider les producteurs en France avec les subventions, avec les produits chimiques et tout ça. Moi, je me voyais pas trop, je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Du coup, j'étais un peu déjà dans l'alternative. Et j'ai quitté l'école, je suis parti en vélo avec un ami, passer du temps auprès des agriculteurs d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie pour comprendre justement comment ils vivaient sous les tropiques. Ensuite, quand je suis revenu, je ne suis pas retourné dans mon école, j'ai fait une autre école d'agronomie tropicale et développement qui m'a beaucoup plus plu et beaucoup plus parlé. Il y avait vraiment un sens à ce que j'allais faire plus tard. Et ensuite, j'ai passé 17 ans dans la scope éthicable, les produits bio, commerce équitable qu'on trouve dans les supermarchés et chez les biocoop. Et donc là, j'ai passé du temps auprès des coopératives et des petits producteurs, donc pareil en Amérique latine, Asie et Afrique. J'ai passé du temps avec eux pour trouver des solutions pas chères pour bah, augmenter les rendements de café, de cacao, de fruitiers, de voilà, toutes les productions tropicales, lutter contre les maladies et avoir des produits sains. Donc on a fait pas mal de plantations d'arbres par exemple, pour couvrir les cacaos, les cacaoyers, donc notamment en Côte d'Ivoire. Voilà, plein de projets d'agroforesterie et aussi de l'IFOFER, litière forestière fermentée, pour voilà, améliorer les rendements et puis créer plein de solutions voilà, pas chères et faciles à reproduire. Euh, Ensuite, voilà, à la suite de tout ça, j'ai fait aussi un grand voyage en famille. Ça s'appelle le Permaculture Family Tour en 2018-2019, juste avant le Covid, où je suis allé voir plein de projets à travers le monde de permaculture, voilà, de Cuba au Mexique, un peu en Australie. Tout ça dans l'idée de revenir et de créer donc un site de formation et de conseil en permaculture agroécologie qui s'appelle l'Oasis Gourmande, donc en 2021 et donc qui est situé en Mayenne, voilà, à Sainte-Suzanne. Et depuis 4 ans, voilà, donc on plante pas mal de choses, on fait d'essais. Ça, je détaillerai un petit peu dans la slide suivante. Et depuis aussi, voilà, j'ai suivi des cursus à l'Université des Alvéoles, voilà, qui fait de la permaculture depuis pas mal de temps. Et puis dernièrement aussi, pour allier, donc il y a quelques mois, j'ai créé une autre perma-entreprise qui s'appelle Debout les arbres, qui est voilà, une entreprise pour, qui fait du conseil dans les entreprises, dans les collectifs, justement pour aider bah, les groupes voilà, basés sur le fonctionnement du vivant, de l'arbre et donc de la syntropie. Juste l'Oasis Gourmand dans quelques mots. Voilà, donc c'est un centre de ressources, permaculture, agroécologie et syntropie. Sur 5 000 m², donc on a fait des expérimentations voilà, et de la recherche, surtout sur la litière forestière fermentée et puis
récemment là sur la Saint-Tropez, où l'idée c'est de planter 150 mètres linéaires par an. Voilà, bon, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un lieu où on fait des stages et des formations, du conseil, de l'apprentissage aussi, un parcours pédagogique en cours. Et puis je fais des visites apprenantes là, où voilà, j'explique ce que j'ai fait. On déguste des petits fruits dans la forêt, parce que ce sont des forêts gourmandes. Et puis voilà, il y a différents ateliers aussi d'apiculture, de poulailler, voilà, avec une petite activité aussi de production de miel et de boissons vivantes. Voilà, voilà. Et donc voilà, pas mal d'espèces et puis voilà, plein de choses à voir. Hop. Et oui, donc les deux sujets du moment, c'est effectivement la lithofère, où là j'ai terminé un stage là, il y a quelques jours, donc sur la reproduction de la litière forestière fermentée. Euh, donc voilà, où j'explique comment on prend l'humus de la forêt et puis on peut le reproduire et l'utiliser justement dans le jardin forêt et dans les lignes syntropiques, où moi je fais des essais avec ou sans pour voir si ça booste le vivant. Et puis à partir de l'année prochaine, en 2026, l'idée serait de démarrer voilà, des stages en agriculture syntropique euh, avec des espaces pratiques, donc à l'Oasis Gourmande, quoi. Mais j'ai pas encore de date précise. Alors, le contexte. Donc, je vais vous parler, moi, de la Mayenne. Donc, moi, je suis positionné, l'Oasis Gourmande, donc, elle est au centre d'un village qui s'appelle Sainte-Suzanne, en Mayenne, un petit village de 1000 habitants. Là, on voit sur la photo en haut, voilà, donc il y a 5000 mètres carrés en plein milieu d'un village. Euh, et quelques données donc, pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Donc, on est sur en fait, on est sur une butte. Bon, on ne voit pas vraiment sur la photo, mais on est quand même sur une butte. Et donc, une butte avec un caillou. Et on n'a que 30 centimètres de sol, donc ce qui est assez faible. Par contre, le terrain est exposé plein sud. Donc, ça, c'est un bon critère. Le pH, quand je suis arrivé il y a 4 ans, donc c'était le pH d'une prairie classique, on va dire, hein, avec 5,8. Là, avec les dernières mesures, en 4 ans, là, j'ai déjà, enfin, le pH est remonté là d'un point. Et la taux de matière organique, donc il était de moins de 1% au début, puisque depuis une vingtaine d'années, en fait, il s'agissait d'un terrain qui était tondu. Hein, on passait la tondeuse régulièrement. Donc c'est ce qu'on appelle une prairie dégradée avec beaucoup d'exportation de matière, quoi. Donc le défi, c'est de planter voilà, un jardin-forêt syntropique, voilà, sur un terrain donc pauvre, dégradé, avec très peu de sol. C'est un peu ça le challenge. Voilà, et on est à 150 mètres d'altitude, voilà, une pente de 10%. Voilà, puis la pluviométrie de la Mayenne, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est autour de 750 millimètres. Donc c'est pas des trompes d'eau, mais c'est pas trop sec non plus, quoi. Et donc l'objectif du lieu, de l'Oasis, il y en a plusieurs, c'est pédagogique. Voilà, où je fais des visites balades apprenantes. Il y a une partie scientifique, enfin expérimentation sur les différents couverts, la lithofère, voilà, et la syntropie. Il y a une partie aussi vivrière de production de fruits et de légumes. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui... On entend le micro de quelqu'un? Non, c'est bon. Et puis il y a un côté aussi voilà, esthétique, parce que vous avez sûrement remarqué que les espaces en fait, de jardin-forêt sont en forme de mandala, avec des lignes courbes. Et puis on dirait qu'il y a aussi un objectif thérapeutique, puisque j'ai ma femme en fait qui est psychologue et qui fait des séances dans le jardin autour du mandala. Voilà. Donc tout ça pour dire que la syntropie, voilà, on peut avoir plein d'objectifs, pas seulement vivrier, mais voilà, plein de formes de présenter son projet. Alors, rentrons dans le vif du sujet.
Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la guilde des pêchers. Voilà, moi, il y a une dizaine d'espaces et voilà, j'ai choisi des thèmes en fait par espace. Et donc là, si vous voyez sur la carte à gauche, voilà, donc moi, je vais vous parler de ce petit espace qui est entouré en rouge. Donc, c'est à peu près 80 mètres carrés. C'est en forme de trapèze. Ça correspond à 60 mètres linéaires de lignes syntropiques. Les objectifs, ça j'en ai déjà parlé. Et alors la spécificité de cet espace, c'est que ça correspond en fait à un ancien jardin-forêt que j'avais mis en place du côté sud, voilà, depuis 3 ans. Et donc l'idée, il a été complètement réhabilité et transformé en ligne syntropique. Donc ce qu'on appelle enfin, un rattrapage syntropique, voilà, le catching up en anglais. Et donc, dans cette guilde des pêchers, eh ben, on cultive pas que des pêchers. J'ai mis sur la photo, voilà, il y a du raisin, il y a des fraises, il y a plein d'autres fruits, évidemment. Ça, vous découvrirez tout à l'heure. Alors, voilà, on commence avec ce tableau. Donc, pas de panique. En syntropie, pour ceux qui connaissent, voilà, en syntropie, l'idée, c'est de raconter, on est dans un film. Voilà, on est dans un film et moi, ce que je vous mets là à l'écran, c'est le scénario du film avec les différents acteurs. Euh, donc, le scénario du film, voilà, c'est la succession écologique. Si vous regardez en haut, vous avez placenta secondaire mature. Ça, c'est les différents stades de la végétation. Avec en dessous, vous avez le nombre de mois. Le placenta, ça va jusqu'à, c'est de 0 à 12 mois. Voilà, le secondaire, il continue jusqu'à une douzaine d'années et mature, c'est plus de 13 ans. En fait, c'est par rapport à l'âge des végétaux qui vont être, qui vont être présents dans le système. Voilà. Et ensuite, Sach- Oui. Sachant que oui, là-dessus, juste pour petite parenthèse, ça c'est un peu les classifications qu'on a dans l'assaut. Donc, si vous êtes formé ou si vous allez vous former, il y a peut-être des personnes qui diront que le placenta, ça dure 2 ans. Il y en a d'autres qui vont dire que ça dure 3 ans. Le secondaire, peut-être, il y en a qui vont pousser ça jusqu'à plus de temps. Voilà, l'idée, c'est juste qu'il y a des phases qui se succèdent dans le temps, quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste pour donner effectivement une idée. Ici, voilà, l'échelle a été choisie comme ça, mais il peut y avoir des petits décalages, quoi. Au moins, voilà, on a les 3 stades. Et puis, à gauche, donc, en fait, c'est les besoins en lumière de chaque plante. Donc, tout en haut, on a la pleine lumière. Ensuite, une ombre légère. C'est les besoins vraiment des plantes, voilà, mi-ombre, jusqu'à la pénombre en bas. Et pour finir de lire tout ça, il y a des couleurs rouge, jaune et vert. Alors, en rouge, c'est ce qu'on va manger. Donc, c'est ce qu'on va cueillir, ce qu'on va récolter, ce qu'on va manger dans l'assiette. En jaune, ça va être des cultures, ce qu'on appelle ouais, culture opportune. Voilà, donc, ce sont des espèces qui auront deux fonctions une fonction enfin, qui peuvent être euh, mangées, enfin récoltées, ou qui peuvent être utilisées en perturbation, enfin coupées et posées au sol pour nourrir le système. Voilà, il y a deux possibilités en fonction de leur évolution et tout ça. Et puis en vert, voilà, voilà, les espèces supports et la biomasse pour nourrir le système et pour réaliser de l'ombre aussi pour certaines lignes. Donc, après, je ne vais pas m'éterniser non plus sur le tableau, c'est juste pour vous expliquer comment on arrive après à faire un design et comment on le met en œuvre. Euh, donc, juste si on regarde en haut, si on regarde dans la colonne placenta, donc, ce sont les espèces en fait qui vont être là au début, mais généralement qu'on va plus retrouver à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qu'on va retrouver voilà, dans les premiers mois, voire les premières années, comme le tournesol, comme voilà, l'ail, l'oignon, la févrole. Je l'ai fait de haut en bas, hein. Voilà, ensuite le topinambour, l'artichaut, la fraise, les engrais verts, facélie moutarde, l'aquilée millefeuille, qui est une spontanée du lieu, donc qui était déjà là. Voilà, menthe mélisse. Donc ça, c'est des végétaux qui vont être implantés
dans les lignes, mais qui seront là donc pour quelques mois, voire une année ou deux. Et ensuite, si on se décale sur ce qu'on appelle le secondaire, donc on va avoir des arbres, enfin on va plutôt avoir voilà, des arbustes et des arbres qui vont être implantés dans les lignes, ici comme l'eucalyptus. Donc eucalyptus et saule qui ont besoin de beaucoup de lumière, mais aussi des spontanés euh, qui arrivent spontanément voilà, dans les lignes syntropiques par les oiseaux, le vent, voilà, et qui sont, par exemple, les merisiers, les pruneliers, les érables ou les cornuliers, sont des espèces spontanées qui existent, enfin, qui sont présentes dans l'oasis gourmande ou juste à côté. Et donc, ils poussent spontanément aussi dans les lignes. Et donc, c'est aussi, même si on ne les a pas plantés, l'idée, c'est de les accueillir et puis de réfléchir, voilà, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas en fonction de l'ombre portée qu'ils vont donner, en fonction de la biomasse, en fonction de, pourquoi pas, les greffer. Voilà, ça peut faire aussi des bons supports de porte-greffe. Si je redescends, donc je suis toujours dans la colonne secondaire. Voilà, on a des lavandres, romarins, thym, serpolet, tout ça. Donc ça, ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière, voilà, et qui vont durer quand même dans le système. Euh, et voilà, notre production principale ici, pêcher, nectarinier. Il y a aussi des acis miniers, la mangue du Nord et de la vigne. Donc ça, ce sont des espèces qui ont besoin de un peu d'ombre, voilà, mais qui vont durer quand même voilà, un certain temps dans le système. Et puis après, on a des espèces voilà, support, des espèces support comme le chalef d'automne, le bagnodier, le boudleia, eux qui vont être là pour créer de la biomasse, mais plutôt ligneuse, et puis qui vont aider aussi les autres petits fruits qui sont plantés juste en dessous. Donc, si on descend, on voit espèce mi-ombre. Là, dans cette guilde, on va voir donc des cassissiers, des groseilliens macro et aussi des myrtilles en production principale. Alors là, je vais rajouter asperges parce il y en avait depuis 3 ans, donc j'ai gardé une ligne d'asperges avec du sable, mais ça, c'est pas obligatoire. Tac, 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 je crois que j'ai fait le tour d'à peu près tout. Voilà. Euh, ouais, ouais, je vais avancer. Alors, ensuite, on va passer, donc une fois qu'on a écrit notre film, une fois qu'on a notre scénario avec tous nos acteurs, et je précise quand même que j'en parlerai à la fin, mais la plupart en fait de ces végétaux sont présents en fait déjà à l'Oasis gourmande sous forme de plants mères. Euh, voilà. Donc j'ai utilisé aussi pour éviter d'acheter trop de choses à l'extérieur, j'ai utilisé des choses que j'avais aussi sur place. Donc une fois que on a fait notre scénario, on va faire enfin moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait mon design de la guilde. Alors, pas de panique non plus. Il y a beaucoup de petits points. Voilà, c'est très joli. Il y a plein de couleurs partout. Il y a une légende, voilà, pour s'y retrouver. Donc, c'est un document qui prend un peu de temps, mais qui permet bah, d'expliquer pourquoi on met tel végétaux à côté de telle ligne. Et puis, ça permet aussi de calculer après le nombre de plants dont on a besoin, et puis de faire un budget, et puis d'organiser un chantier participatif aussi pour les gens qui vont venir bah, mettre en œuvre voilà, ce design. Donc dans ce Juste design... Oui, petit point pour toi, Stéphane, pour qu'on voit mieux, n'hésite pas à zoomer, je sais pas si tu en oui, as la oui, ouais, possibilité. ouais, 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 j'y arrive. Ok, top. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est trop petit, mais je vous ai fait des zooms, je vous ai fait des zooms après où je vais détailler quoi. Euh, Donc voilà, c'est un design, normalement, voilà, on a tout dessus. Et donc, juste trois. Voilà, en syntropie, donc on parle de trois concepts différents qu'on voit bien en fait ici sur le design, qui est la densification. Donc la densification, c'est le fait de planter
serré, donc qui crée l'abondance. Donc en voyant ce design, voilà, même sans aller dans le détail, on va comprendre qu'effectivement, il y aura beaucoup de, beaucoup de production de végétaux. Le deuxième concept, c'est la diversification. Donc là, l'idée, c'est d'avoir voilà, un certain nombre quand même de familles de végétaux et pas mal d'espèces qu'on va mélanger les unes avec les autres. Donc ça, c'est la diversification. Et puis le troisième concept, c'est la stratification, c'est-à-dire d'avoir des plantes à différents étages. C'est-à-dire qu'il va y avoir des plantes voilà, émergentes qui vont aller assez haut chercher le soleil, faire de l'ombre portée, et puis d'autres en dessous voilà, qui vont recevoir l'ombre, produire peut-être davantage voilà, de fruits. Euh, voilà, on aborde les. C'était juste pour vous donner les trois concepts de la syntropie. Ensuite, j'ai fait un zoom. Alors, peut-être Euh, pour juste pour compléter un peu là-dessus, Stéphane, vas-y, vas-y, ouais. ce qui est important que vous compreniez avec cette notion de stratification, c'est qu'elle se fait en fonction des besoins en lumière des plantes. C'est vraiment ça la clé. Vous connaissez peut-être déjà, je ne sais pas le niveau de connaissance de tout le monde ici, mais c'est le besoin en lumière des plantes qui détermine là où on les positionne, et c'est pas leur hauteur, parce que je sais pas si je prends une lavande, ben c'est pas très haut, mais pourtant ça a un besoin en lumière très fort. Donc c'est vraiment ça qui va jouer dans cette stratification. Et puis il y a aussi d'autres principes que Stéphane n'a pas évoqués, mais qui vont plutôt être de l'ordre de la très haute diversité des plantes, comme il l'a fait chez lui. Et on va aussi chercher à maximiser la captation de l'eau à travers les différents cycles de l'eau, puis à reproduire cette dynamique qu'il y a dans les écosystèmes naturels avec la taille de perturbation. Vas-y, Stéphane, je t'en prie. Merci Lucas pour ces précisions. Alors c'est vrai qu'après, bon, l'idée peut-être ce retour d'expérience, on ne fait pas un cours complet, mais, mais effectivement, c'est bien de rappeler toutes les notions. Donc là, je vous ai fait un zoom sur, donc on est dans le bas de la guilde. Je vous remonte juste la guilde. On est, ah oui, l'orientation, je ne l'ai pas dite. Donc on est, le nord est en haut et le sud en bas. Et donc, si je fais un zoom, je vais faire un zoom sur ce qu'on appelle la bordure, qui est plein sud de la tortue. Voilà, on peut imaginer que ce trapèze, voilà, c'est comme une tortue euh, avec sa carapace bordure sud. Et donc là, je vous ai fait un zoom. Normalement, vous pouvez voir les petits pictos. Euh, sur le design aussi, je n'avais pas dit, mais moi j'ai organisé en fait tout en ligne. Alors il y a des lignes de largeur 120 cm là, des passe-pieds de 50 et puis alterner des lignes de 80. Voilà, c'est des essais voilà, pour voir si 80 aussi on met suffisamment de choses. Euh, donc si on regarde la bordure, donc celle qui est en bas, la ligne d'en bas, euh, à gauche. Donc sur la ligne, enfin, pour chaque ligne en fait de 120 cm de large, on a trois lignes. On a la ligne centrale avec les espèces de production principale. Donc là, on voit le pêcher qui est entouré d'un carré rouge. Voilà. Et ensuite, alors les arbres, ils sont distants, enfin chaque arbre qui produit des fruits est distant à peu près de 2 mètres. Et chaque petit carré que vous voyez correspond à un petit carré de 20 cm par 20 cm. Voilà. Donc l'idée ici sur cette bordure, c'est d'avoir donc en alternance tous les 20 cm, il y a un végétal. Les arbres voilà, de production principale, donc il y en a un tous les 2 mètres et entre à chaque fois. Donc si je veux faire la ligne ici, je vous dis parce que vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Si on part de gauche à droite, donc sur cette ligne, on a de la goji, euh, ensuite du saule, de l'artémésia, du chalef, ensuite de la goji. Ici, le pêcher, bah, il est entouré d'ail et d'oignons et de ciboulette. Ensuite, on a de l'origan, de la goji, de l'eucalyptus, de l'artémésia, du chalef, du saule. Voilà, il y a une sorte de répétition, en fait, tous les 20 cm.
Donc on va avoir voilà, des arbres qui vont, des arbres qui vont monter, enfin qui peuvent monter assez haut, et par exemple comme l'eucalyptus, qui vont produire voilà, une ombre portée légère. Et puis en dessous, donc on a d'autres types de végétaux, voilà, qui ont été. Alors c'est oui, on a aussi effectivement du sureau sur cette ligne. Voilà, sureau, artémisia et saule. Et donc on a voilà, du sureau et des saules qui vont aussi monter et qui vont avoir pour fonction de faire donc une ombre portée aussi pour les arbres fruitiers de cette ligne et de la ligne qui est derrière. Et on pourra aussi donc les perturber, c'est-à-dire en couper une partie lorsqu'il y aura beaucoup de végétation pour la laisser au sol et pour nourrir le système. Donc ça, c'est la ligne du milieu. Ensuite, sur la ligne en devant, donc on a élevé, donc ça, c'est des lavandes. Et donc ça, l'idée, c'est de créer donc une barrière de plantes aromatiques. La lavande, à côté, on a voilà, du romarin, ce qui va empêcher en fait l'herbe, parce qu'il y a de l'herbe en fait qui est au sud, là, juste devant la lavande. Ça va empêcher donc l'herbe de rentrer à l'intérieur de l'espace. Voilà, et après, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir voilà, des plantes aromatiques qui entourent complètement cette guilde. Voilà, pour avoir aussi donc l'idée des plantes aromatiques avec les huiles essentielles, c'est de créer voilà, des odeurs pour voilà, empêcher aussi certains insectes euh, d'aller manger, d'aller attaquer les fruits qui sont à l'intérieur, quoi. Ça peut être une aussi des fonctions. Ensuite, je suis toujours sur cette bordure. On a de l'autre côté, donc c'est ME, c'est de la mélisse. Ça, c'est de la mélisse. Donc voilà, je l'ai mise juste derrière parce que la mélisse en plein soleil, c'est un peu plus compliqué. Donc là, elle est juste derrière la ligne. Donc elle va mieux résister aux UV là, du soleil en direct. Alors que la lavande, dont j'ai parlé tout à l'heure, résiste très bien en plein soleil, comme le romarin qui est juste à côté, un petit peu plus à droite. Et après, en quinconce, il y a Théo. Là, ça, c'est du tournesol. Du tournesol. J'ai mis voilà, tous les 40 centimètres. Donc, pareil, dans l'idée de créer beaucoup de biomasse que j'ai mis ensuite, enfin, que je suis en train de mettre maintenant au sol pour nourrir le système. Et enfin, je termine sur cette partie-là. Ah, il y a quelqu'un qui écrit sur la carte. Et Oui. ouais, ouais, Je non, j'avais déjà vu ça quelque part. je sais pas qui dessine sur l'écran, s'il vous plaît, si vous pouvez ne pas dessiner sur l'écran. Ouais, je pense que Euh, c'est des fausses manips, mais oui, je voilà. pense que c'est une fausse manip, mais juste essayez d'éviter de toucher l'écran, s'il vous plaît. Peut-être seconder tablette, ça fait ça, je sais pas. Voilà. Là, là, c'est bien, on participe, c'est très bien. C'est très bien. Il y en a qui sont, je vois, il y en a qui sont actifs, ils veulent aussi dessiner en se disant, tiens, voilà. Super. Et pour finir cette bordure, j'ai mis de la facility. Donc j'ai semé de la facélie ici, et puis voilà. Donc on va avoir des images. Moi je vous explique là ce qui se passe en théorie, et puis après on va voir les images tout à l'heure, quoi. Et juste je vous ai une petite remarque, c'est que les eucalyptus que j'ai mis là, c'est comme il y a eu ça a été très sec, donc ça a été compliqué. Donc ils ont pas tellement, ils sont pas en forme, on va dire. Mais par contre, j'ai des érables et des merisiers en fait qui sont spontanés sur mon terrain et qui sont venus finalement démarrer leur cycle juste à côté des eucalyptus. Donc ça me donne l'idée de peut-être de les garder et de remplacer les eucalyptus qui n'ont pas résisté à la sécheresse par ces merisiers ou ces érables. C'est aussi voilà, une possibilité dans les systèmes syntropiques. C'est surprenant d'ailleurs qu'ils aient pas résisté à la sécheresse, parce que pour le coup, les eucalyptus, c'est. Enfin, s'il y a bien un arbre qui résiste un peu plus normalement au sec, c'est eux. Mais peut-être parce que tu les as plantés en plan, je suppose.
Oui, Euh, oui, je les ai plantés en plan et non, mais ça a été vraiment très sec. Par contre, voilà, les baies de goji, certains saules ont résisté et puis les baies de goji ont très bien fonctionné. L'artémésia aussi, les chalefs, ouais, étonnamment, effectivement, c'est l'eucalyptus. Donc après, je me dis peut-être instinctivement, peut-être qu'il faut pas que j'en mette quoi. Enfin, c'est un peu ouais, ce que je dirais à la fin. Donc peut-être voilà, c'est ok, différents mycorhizes. C'est voilà, je me dis c'est peut-être une façon que le vivant me dit de finalement pas implanter des eucalyptus. Voilà, ouais. En tout cas, voilà, c'est une voilà. belle leçon de faites avec ce qu'il y a autour de vous et le spontané Mm. d'abord. En vrai, enfin, il y a des millions d'années d'évolution autour de nous. Donc, des fois, ça sert à rien de réinventer la roue, quoi. Et oui, voilà, voilà. Et juste pour finir ici, donc la ligne qui est au-dessus, donc la ligne qui est au-dessus de celle que je vous ai décrite là, qui fait 80 centimètres. Donc sur la ligne principale, j'ai mis en alternance des myrtilles, des sureaux et des bouddléias jaunes. Donc là, mon production principale, c'est de la myrtille. Et voilà, avec à côté voilà, du sureau, du bouddléia. Et de chaque côté des lignes, j'ai mis de la consoude. D'un côté, en vert, là, c'est S, et de l'autre côté, de la sauge, SA, là, c'est de la sauge. Donc ça a très très bien fonctionné. Et en bout de ligne, j'ai mis de la tanésie aussi, qui fait office de bloc herbe, voilà, qui est assez puissant. Voilà, voilà pour cette ligne. Euh, voilà. Et puis de l'autre côté, un petit peu à droite, là, sur cette deuxième ligne, c'était un peu différent. C'était un petit peu différent. Donc, sur la ligne principale, ce sont des cassissiers, voilà, en alternance avec des tournesols. Là, il y a aussi de la moutarde. Et puis, en ligne, en bordure, en fait, j'ai mis des fraises, là, FR. Là, c'est des grandes lignes de fraisiers. Voilà, qui sont un peu, sont pas complètement en plein soleil. Ils ont une ombre portée, là, avec les cassissiers et puis la moutarde. Allez, je passe maintenant à un deuxième zoom qui est ici la mare. Qui est ici la mare. Ah oui, il y a les petits traits qui restent collés. Et oui, les petits traits qui restent collés. Alors, je sais comment faire. Je crois que je vais juste arrêter le partage et je vais refaire le Vas-y, partage. Voilà, je crois que c'est ce qui permet d'enlever les petits traits. Alors, tac. Voilà. Et voilà, les traits ont disparu. trop bien. Voilà, donc si vous voulez dessiner avec moi, je vous invite plutôt à venir sur place qu'à le faire sur l'écran tout de suite. Merci. Alors, et donc là, j'ai fait un petit zoom sur la mare. Sur la mare, donc autour de la mare, voilà, en bleu, sur la droite. Donc l'idée, j'ai fait une mare de biodiversité pour attirer les insectes, les pollinisateurs, voilà, les grenouilles, les tritons, voilà, qui vont être bénéfiques aussi pour le système, pour cette guilde syntropique. Inviter donc les insectes, parce que c'est eux effectivement qui vont polliniser les arbres fruitiers et tout ce qu'on voit ici. Donc c'est une mare de petite taille, hein, c'est pas une grande mare, mais juste pour les concepts. Donc l'idée c'est qu'en plein été, la mare ne soit pas au soleil direct. Vous vous rappelez, le sud, là, il est dans le bas de l'écran. Donc j'ai mis au sud donc, une rangée de sylphies, voilà, qui démarre, donc qui met un peu de temps à s'installer en première année, mais en deuxième année, elle sera un peu plus haute, voilà, qui a une grande fleur jaune et qui crée pas mal de biomasse. Et puis sur les côtés en haut, de chaque côté, TP, là, c'est des touffes de topinambour. Donc pareil, qui a une croissance assez rapide et qui crée beaucoup de biomasse que je poserai au sol, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et puis après, dans les autres lignes à gauche, je ne vais pas tout commenter, mais voilà, il y a une ligne avec des groseilliers à macro autour des pêchers, puis une autre ligne là avec de la vigne, voilà, palissée, et puis différents arbres fertilitaires avec de l'indigotier, de la coronie, voilà. Voilà, voilà. Euh, je vais avancer. Tac.
Et donc maintenant, on va faire le petit reportage photo. Voilà, fini la théorie. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en pratique? Voilà, c'est une photo de l'hiver 24, enfin c'est une photo de février, mais qui montre ce qui s'est passé donc l'hiver dernier. Donc en octobre, moi j'ai préparé mon terrain, donc j'ai fait le balisage avec les créations des allées qui font 50 centimètres de large, comme vous avez vu sur les lignes, avec une motobineuse électrique. Donc finalement, c'est assez rapide. La motobineuse, elle creuse le chemin, elle envoie la terre sur les côtés, ce qui va créer mon passe-pied pile poil de 50 centimètres. Voilà, je n'ai pas besoin de repasser plusieurs fois. Ensuite, fin novembre, j'ai planté les arbres et les arbustes. Donc j'ai fait une densification puisque, comme je vous ai dit, il y avait déjà des pêchers. En fait, c'était un jardin-forêt, mais plein sud avec quelques couvre-sols, mais qui n'ont pas résisté parce que c'est une guilde expérimentale, hein, mais quelques couvre-sols qui n'avaient pas résisté. Et du coup, sur cette guilde que je vous ai montrée, il restait 5 pêchers. Puis quelques trucs, voilà. Mais il restait plus grand-chose. Et beaucoup d'aquilée millefeuille qui est endémique à cette partie du terrain, quoi. Donc, en novembre, plantation des arbres et des arbustes, densification. Donc, on passe de 5 à 9 pêchers et nectariniers. Et une fois que c'est planté, j'ai posé des bâches. J'ai posé des bâches en lanière, voilà, pour occulter le sol en attendant les plantations 4 mois plus tard, là, des petits sujets. J'ai posé les bâches pour éviter que, effectivement, en hiver, il y a le chien-dent. Vous voyez, il y a de la pelouse quand même à côté et tout ça, donc le chien-dent peut revenir assez rapidement, ce qui demanderait voilà, une seconde opération voilà, pour détasser là, le sol. Et donc, je mets des bâches en lanière, mais disposées les unes sur les autres pour que quand il pleut, en fait, l'eau s'infiltre en fait quand même sous la bâche pour éviter d'assécher en fait toute cette surface, quoi. Donc, on a des bâches, mais on a un terrain qui va quand même s'hydrater et qui aura une réserve hydrique en fait au printemps. Surtout, voilà, on a vu que au printemps, ça a été très sec. Printemps, été très sec. Donc là, si on met une bâche en plus tout l'hiver, où on n'a pas d'eau en dessous, bon bah là, ça devient compliqué, quoi. Donc avec ce système de bâche, voilà, que je mets en superposé, en lanière en fait de bande de 2 mètres, ça permet effectivement de couler sous la bâche, quoi. Voilà. Ensuite, au printemps 2025, voilà. Donc là, j'ai planté les strates moyennes basses là, à base de plants. Donc soit c'était des plantes en godet, soit c'était des boutures qui viennent de mes plants mères directement, ou voilà des marcottes. Ça, j'en avais fait. Ouais, c'était pour d'autres guildes, mais voilà, il y a du marcottage aussi que je fais moi-même. Et à ce stade-là, donc c'est le 20 mars, là j'ai semé, une fois que j'avais tout planté, j'ai semé à la volée de la facélie et de la moutarde. Alors soit des fois c'était des bandes de facélie, soit c'était moutarde, soit c'était les deux, pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui levait le mieux ou qu'est-ce qui était le plus intéressant, quoi. Et puis j'ai planté aussi des fèves, ouais, de la févrole en fait. Sur la première ligne. Voilà, donc là on est le 20 mars, tout est prêt. Alors là on ne voit pas, mais il y a presque 700 plans, voilà, qui ont été mis en place. C'est vrai que sur la photo on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a un peu de boulot, quoi. Voilà. Ensuite, donc 3 semaines plus tard, voilà, ça pousse. Donc là, j'ai rempli les passe-pieds aussi avec du broyat pour éviter, pour qu'on puisse passer voilà, facilement entre les lignes. Voilà, on a la Tanésie qui commence à pousser. Ouais, on a pas mal de choses. En 3 semaines, là, bon, on est au printemps. Voilà. Ensuite, 3 semaines plus tard, non, 40 jours plus tard.
Voilà, 1er mai, donc on a la facélie, la moutarde qui est en plein développement, avec la sauge aussi. Donc là, effectivement, toutes les petites boutures, là, on a l'impression qu'elles sont ensevelies, mais en fait, l'idée, c'est que facélie et moutarde crée une ombre portée aussi sur les petites boutures, en fait, du coup, elles sont protégées au printemps. Surtout, on a eu un printemps qui était très sec, donc ces engrais verts ont permis en fait de garder une certaine fraîcheur sur les lignes, puisque si les boutures avaient été en plein soleil, ça aurait été encore plus difficile, quoi. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Et puis après, pareil, l'intérêt de mettre en année 1 de la facélie et de la moutarde, c'est d'attirer les pollinisateurs. Pour la guilde, pour polliniser voilà, les fruits, les fruitiers, les petits fruits. Et aussi parce que j'ai un rucher, moi, sur le site. Donc voilà, ça fait des fleurs en plus, quoi. Et donc là, le bilan, donc ça, c'est une photo que j'ai prise là il y a quelques jours. Après un printemps et un été quand même assez sec. Mais voilà, on a quand même pas mal de choses qui se sont développées. Et donc en Saint-Tropez, donc comme j'ai, oui en Saint-Tropez, donc on a le concept aussi de la perturbation. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc perturber en fait, c'est couper en fait des végétaux. Donc n'importe quelle strate, couper des végétaux, des parties vertes ou des parties ligneuses, et les poser au sol pour nourrir le système ou pour créer voilà, davantage de lumière à un moment donné. Et donc, généralement, on peut faire 4 ou 5 perturbations dans l'année. Mais quand il pleut pas beaucoup, moi j'en ai fait que deux pour cette première année, une fin mai et une à mi-septembre, après justement un épisode pluvieux. Il n'y a pas tellement plu là cette année, donc l'idée c'est de perturber après la pluie, quoi. Après la pluie pour voilà, que la plante retrouve en fait une bonne hydratation pour redémarrer derrière. Parce que si on coupe une plante et qu'il ne pleut pas derrière, ça va être compliqué pour son redémarrage. Par exemple, les consoudes, donc on perturbe les consoudes, on enlève voilà, toutes les grandes feuilles, on peut en laisser quelques petites là au centre. Et en 3 semaines, s'il pleut, elle est redevenue, enfin, elle est redevenue pratiquement voilà, à l'identique. Moi, j'utilise des consoudes B14, donc des consoudes stériles, qui produisent pas mal de volume, de biomasse, et dont les fleurs, en fait, enfin, qui ne se reproduit pas dans les autres lignes, quoi. Elle reste, comme elle est stérile, en fait, elle va grossir sur sa ligne, mais elle va pas se disperser ailleurs, quoi. Donc ça, c'était en septembre. Voilà. Alors, je vous donne quelques données maintenant. Quelques données sur le temps que j'ai passé à faire cette guilde et le budget. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Donc si on est sur une guilde qui fait 80 mètres carrés, 60 mètres linéaires en Saint-Tropez, euh, et avec une densité voilà, de 12 plants par mètre carré. Euh, tac. Donc en temps, donc moi je m'exprime en homme-jour. Enfin, ça marche aussi avec femme-jour, hein, mais c'est le temps, c'est un homme pour une journée, quoi. Donc la première partie, la balisage, préparation du sol, création des allées, pose des bâches. Donc ça, il m'a fallu 2 jours. Bon, sachant après que le trapèze était déjà défini et tout ça, donc il y avait déjà une partie qui avait été faite. Donc 2 jours. Ensuite, une journée pour planter voilà, une trentaine d'arbres et d'arbustes. Ça, c'était au mois de novembre. Voilà, où je leur mets aussi du pralinage à base de lithopher, du tiers forestière fermenté. Euh, Ensuite, j'ai mis 2 jours à planter les strates moyennes, strates basses.
moi, tout ce qui est toutes les espèces, les bordures vivantes et tout ça qui était en godet. Réaliser les boutures, alors c'était des boutures directes, hein. Moi, je suis allé dans mes plans mer voilà, de Belgogine, voilà, d'Artémésia, de Tanésie, de Saule, de Sureau. Et donc, j'ai coupé directement et je les ai mis en place immédiatement. Voilà, et marcotte. Et donc voilà, ça c'est un peu le travail de terrain, on va dire. Mais il faut quand même compter au moins 5 jours pour réaliser le design là que je vous ai montré. Réaliser les commandes aussi de plans parce que j'ai pas tout autoproduit. Et puis faire un peu de coordination générale et chercher un peu des matériaux à droite à gauche, quoi. En gros, voilà, j'estimerais à une dizaine de jours pour réaliser le tout, quoi. Euh, voilà. Et au niveau du coût, donc c'est principalement les végétaux. Moi j'ai acheté des choses que je n'avais pas sur place, c'est-à-dire les 9 pêchés, les 2 assiminiers, voilà, qui ne sont pas donnés. Les 8 groseilliers à maquereau, une cinquantaine en fait de lavande, thym, romarin, menthe et tout ça que j'ai trouvé avec un pépiniériste là, en fait, qui était déclassé quoi, qui n'était pas forcément en bonne forme, mais un peu des fins de saison. Voilà, à 3 euros la pièce. Voilà, quelques graines de sylphie, de l'ail, des oignons. Et puis après, moi, bah, j'ai fait quand même pas mal d'autoproduction puisque j'ai une micro-pépinière sur place où je fais voilà, mes boutures de cassis, myrtille, tout ça. Et puis mes plants mer, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'était sur place. Et puis après, bon, il faut un peu de matériel. Moi, j'ai juste utilisé une motobineuse. Hop, je change ça. Une motobineuse électrique, voilà, que j'ai déjà, qui ne demande pas trop d'énergie. Quelques bêches, un peu des piquets pour faire voilà, faire les allées et tout ça. Et puis un peu de bâche, il n'y a pas besoin qu'elle soit neuve, quoi. Voilà, ça vous donne un peu des informations pratiques. Et peut-être un petit conseil pour les bâches, n'hésitez pas à aller voir les éleveurs près de chez vous. C'est des bâches qui jettent. Donc vous pouvez facilement récupérer si vous demandez, je pense, gentiment à n'importe quel éleveur. Enfin, voilà, moi je sais que au système à plus grande échelle, j'utilise ça aussi. Et cette année, j'ai enfin, littéralement des milliers de mètres carrés de bâches que j'ai pu récupérer comme ça, juste en allant chez un éleveur et lui demandant. Mm. Donc moi j'ai récupéré effectivement une grande bâche voilà, d'ensilage. Euh, bon, même s'il y a des petits trous dedans, voilà, on peut la redesigner justement pour, comme je vous expliquais avec ce système de lanière là, et puis voilà. Tac, tac, voilà. Et alors, partager des petits retours. Qu'est-ce que j'avais noté? Voilà. Donc, le design que j'ai fait, effectivement, ouais, il me satisfait globalement. Donc, moi, je trouve effectivement, il y a une bonne circulation. J'ai fait des bandes. Donc, vous avez vu les bandes. Moi, je les ai fait au maximum 5 mètres. Parce qu'effectivement, des bandes qui font plus de 5 mètres, bah, si on veut aller plus rapidement d'un point A à un point B, on est obligé de les chevaucher, ce qui n'est pas forcément pratique. Donc là, j'ai pas dépassé les 5 mètres, donc ça m'a pas posé de problème voilà, pour bien circuler. L'histoire des récoltes groupées, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les différentes variétés que j'ai mis, en fait, elles sont disposées dans la même ligne ou 2 lignes au moment où je passe dans mon passe-pied, en fait, je peux récolter d'un côté et de l'autre en même temps. Donc, j'ai pas besoin de faire le tour comme ça, euh, de faire le tour voilà, plusieurs fois. Donc, ça, c'était pas mal. Et par contre, oui, la bande je vous expliquais que j'avais fait des bandes de 120 centimètres et d'autres de 80. Et ça, effectivement, la bande de 80 centimètres, c'est un peu limite, surtout avec des arbres sion qui vont avoir des branches un peu, enfin, qui vont dépasser en fait les 80 centimètres. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Ça peut gêner aussi un peu pour les allées. Du coup, j'ai dû couper un petit peu pour mieux circuler. Donc voilà, ce serait mieux de faire au moins du 120 centimètres de large.
Et voilà, et si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Eh bien, bah, le mieux, oui, c'est toujours de planter tout en même temps. Comme je vous ai dit, moi, c'est du rattrapage syntropique, donc effectivement, il y a quelques petits arbres en fait au milieu, c'est moins facile à la mise en place. Donc, c'est toujours mieux d'avoir ben, finalement un terrain vierge, puis on plante tout en même temps. C'est vrai que c'est plus facile à mettre en œuvre. Mais bon, après, euh, le faire aussi sur un terrain où on a déjà des choses, c'est pas si mal. C'est que c'est un petit peu plus, voilà, c'est un peu plus délicat, on va dire. Ben voilà, toutes les lignes à 120. L'eucalyptus, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Chez moi, c'était un peu fragile, il n'a pas pris. Donc, c'est vrai que j'applique un peu le. Je me dis, s'il n'a pas pris, c'est qu'il ne devait pas être là. Donc, je ne vais pas le replanter. Voilà, les eucalyptus qui vont pas très bien là. Enfin, il y en a certains qui sont morts. Je ne vais pas les replanter. Et je vais laisser justement les spontanés qui, eux, vraiment sont bien en forme là, avec leur apparition. Merisier, merisier, prunelier, érable, et puis des cornouillers aussi. Et si je devais refaire, bon, j'essaye d'avoir des différentes familles en fait pour les végétaux, mais souvent ce que je retrouve moi dans mes lignes, mes bordures vivantes en fait, c'est beaucoup de la famille des lamiacées, là, les lavandes, thym, romarin, origan, voilà, il y en a pas mal. Alors j'ai essayé de mettre des astéracées aussi, comme l'artémédia, la sylphine, la tanésie, verge d'or. Bon, il y a une autre famille de la consoude, mais voilà, l'idée, ça serait d'aller découvrir d'autres familles encore de végétaux pour créer encore plus de diversité en fait. Voilà, et puis le dernier, c'était laisser davantage d'expression aux végétaux spontanés, effectivement. Donc en syntropie, il y a le concept du nid de graines. Alors moi, j'ai pas pratiqué, ça Lucas a plus pratiqué que moi, mais d'avoir des graines, effectivement, on collecte des graines un peu partout, et puis à certains moments dans la ligne, on plante en fait bah, tout un tas de graines voilà, qui vont démarrer au moment où elles le sentent. Et moi, ce que je vous expliquais, mon expérience, c'était le fait que bah, j'ai des spontanés, moi, les érables, les pruneliers, voilà, qui démarrent. Et alors, je ne les ai pas plantés, mais c'est un peu le même concept. On va les laisser le même concept que les nids de graines. On va laisser voilà, ces végétaux démarrer parce que si, voilà, s'ils démarrent à cet endroit-là, c'est qu'ils sont bien. Et donc après, l'idée, c'est de savoir un peu comment les gérer, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on va tailler, voilà. Mais après, ça, Lucas a plus d'expérience que moi là-dessus. Euh, voilà, et à la fin, voilà, c'est ma dernière slide. Conseils et erreurs. Ah ouais, une erreur à éviter. Alors moi, vous avez vu, j'ai mis deux assiminiers dans la bordure sud, en plein soleil. Euh, C'est vrai qu'en pays tropical, ils auraient pu résister, mais là, en fait, non, c'était un peu compliqué. C'est plutôt une plante qui a besoin d'un minimum d'ombre, qui peut même pousser bien aussi à l'ombre. Et donc là, en première année, en bordure plein soleil, ça a été compliqué. Enfin, il reste quelques feuilles, mais je sens que ça va être difficile pour les premières années, quoi. Donc plutôt, si c'était à refaire, de les planter plutôt à l'intérieur de la guilde. Et puis, voilà un conseil à donner à une personne qui souhaiterait planter son premier agro-système. Ben oui, vous qui voulez démarrer, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà démarré et une autre partie qui aimerait. Et ben, voilà, un conseil, c'est planter en ligne droite. C'est plus facile pour le design, la plantation et l'entretien. Moi, j'ai fait en forme de mandala parce que c'était ma décision il y a plusieurs années, donc j'ai gardé cette forme-là, mais il faut savoir que c'est plus compliqué et pour le design et après pour l'entretien, pour maintenir en fait les bords. Je pense qu'on peut faire des choses voilà, beaucoup plus simples et des systèmes aussi efficaces. Et l'idée, bah, c'est de tout planter en même temps, voilà, ça évite le rattrapage, ça j'en ai déjà parlé. Et pour finir,
Si vous vous lancez dans l'aventure Saint-Tropique, eh bien, ce qui serait bien, c'est de partager votre design avec la communauté, avec voilà, des personnes autour de vous, avec des gens de l'association La Destination Saint-Tropez, où voilà, vous tournez vers un pro qui vous donnera, qui vous donnera voilà, sa vision de votre design. Et donc, en conclusion, c'est écrit, tout est possible. Voilà. Merci Stéphane. Et oui, juste pour rebondir sur ce que Stéphane a dit à la fin, n'hésitez pas si vous avez un design et que vous voulez des retours, nous ce qu'on fait dans l'association une fois par mois, c'est donc ces temps qu'on passe ensemble, ces réunions thématiques, et ben le thème de la réunion peut être dédié à votre design, et donc vous venez présenter votre design, et comme ça la communauté vous fait des retours aussi sur votre design, quoi. Voilà. Et n'hésitez pas aussi, tout est possible, ça me fait penser au manifeste que vient d'écrire Anaël Terry et toute son équipe de Joala Saint-Tropez récemment, qui s'intitule comme ça, donc n'hésitez pas à aller le lire aussi, il est, il est assez inspirant et c'est très chouette ce qu'ils font aussi du côté de Joala. Voilà. Et ben, merci pour votre attention. Et puis, bah, si vous avez des questions, Ouais, c'est il le y avait moment. pas mal de questions. Il y avait pas mal de questions. Et donc, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre depuis le début. On va essayer d'y répondre au mieux avec Stéphane. Il y avait une première question qui était tout début sur l'image du webinaire. Il y a un gros arbre en plein milieu de chez toi, Stéphane, et il y a quelqu'un qui demandait comment tu gères l'ombrage et la consommation d'eau de ces grands arbres bien implantés. Mm. Eh ben, magnifique question. C'est toujours la première quand on arrive visiter l'oasis gourmande. Quand je suis arrivé, moi, il y avait donc c'est un cèdre bleu. Alors on voit, il y a un cèdre bleu en plein milieu effectivement du mandala et sur le côté, il y a un noyer. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand vous commencez votre design, soit vous commencez sur une pelouse et vous allez planter tout en même temps et vous n'allez pas vous poser des questions avec les grands arbres, soit vous avez des grands arbres et là la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais avec ou est-ce que voilà, est-ce qu'on fait disparaître ces arbres voilà, pour faire son design? Sachant qu'effectivement le cèdre bleu, type sapin, avec un pH plus acide. Moi, j'ai fait des mesures autour, donc on est sur un pH qui est plus acide. Il a des racines aussi, pas forcément profondes. Il y a beaucoup de racines donc, qui s'étendent. J'en ai retrouvé moi quand j'ai planté autour. Et donc la question, et puis il fait une ombre portée effectivement importante. Donc j'ai décidé quand même, c'est un bel arbre. Alors j'ai pas de photo là de coupe, mais c'est un très bel arbre. C'est un peu le gardien aussi du lieu. Il y a trois beaux arbres. Donc moi, pour moi, si je ne pouvais pas le couper, donc je me suis dit, je vais faire avec. Et donc j'ai fait le jardin forêt, alors pas dessous quand même, mais euh, autour. Et effectivement, j'ai mis des plants, donc tout le jardin, toutes les guildes. Moi, je vous ai présenté uniquement la guilde des pêchers, mais c'est une des 10 guildes, et il y en a 9 autres. Donc les pêchers, c'est plein sud, juste devant le sapin, justement, parce que voilà, les pêchers, eux, supportent très bien le plein soleil avec une légère ombre. Non, non, avec une légère ombre. Ouais, ouais, mais du coup, Et c'est pas du plein soleil, non, 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 mais il y a une c'est légère ombre. voilà, avec une légère ombre, mais qui n'est pas le cèdre bleu, quoi. C'est ça que je veux dire. Que Oui. cèdre bleu, il fait une ombre quand même assez importante. Et donc derrière, j'ai mis des espèces qui supportent bien voilà, l'ombre. Et puis après, il y a même un grand noyer aussi avec des espèces qui supportent bien la juglone qui est émise par le noyer. Donc j'ai planté voilà, des mûriers, des ragouminiers, des arbousiers, enfin voilà, plein Ok, d'espèces qui supportent bien. Voilà, voilà. ok, super. Et peut-être une précision aussi sur cette notion de l'eau. Souvent, il y a Hum, cette hum, construction dans enfin, nos esprits que les grands arbres vont pomper l'eau et vont puis, hum. enfin, prendre l'eau à toutes les autres plantes. Euh, et alors, c'est à moitié vrai et à moitié pas vrai du tout.
Je ferai un webinaire, je pense, là-dessus un jour parce qu'il y a besoin de remettre l'arbre au centre du village, j'ai envie de dire, et d'expliquer vraiment le rôle immense des arbres dans les différents cycles de l'eau. J'en parle dans les formations, mais là, c'est vrai que je pense que c'est essentiel de faire un webinaire là-dessus pour le partager. Donc, merci pour cette question, puis du coup, je reviendrai là-dessus avec un webinaire. Et donc, donc comment dire, ce qu'on fait dans des systèmes syntropiques qui sont un peu, qui arrivent dans un écosystème déjà implanté, comme l'a dit Stéphane, là il y a un arbre, mais des fois ça peut être des vieux vergers. Bah, des fois on a tendance à faire des tailles un peu drastiques, enfin des tailles plus ou moins drastiques des plantes qu'il y a autour en fonction. Déjà ça va refaire entrer de la lumière. Et puis en taillant, il y a une grande partie du enfin, il y a une partie du racinaire de la plante qui va mourir. Euh, et, euh, et donc, ça va permettre aussi de resynchroniser les différentes, enfin, les différentes plantes entre elles, de recréer des liens. Les plantes qu'on a taillées vont recréer des racines, rentrer dans une dynamique de pousse, et ça va favoriser la coopération au sein du système. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu être fait aussi chez Stéphane, de tailler un peu le cèdre, bien que le cèdre, c'est un sapin, donc c'est encore particulier. Ouais, C'est pas un arbre qui répond forcément c'est très ça. bien à la Mm. taille. Au contraire, donc bon, là, c'est un cas à part. D'autres questions pour toi, Stéphane. Alors, quand est-ce que sont semés les tournesols? Tu as répondu. C'était plutôt en printemps que tu les as semés. Oui, ouais, ouais, j'ai semé en avril, même bref, fin avril. Ouais. Et alors, il y a quelqu'un qui te demandait quelle variété d'eucalyptus, si tu as en tête. Quelle variété d'eucalyptus? Non, je l'ai pas là, mais l'eucalyptus avec des feuilles allongées. Parce qu'il y a l'eucalyptus aussi avec les feuilles rondes, mais moi c'était l'eucalyptus à feuilles allongées. Mm. Mais bon, après, Ok. effectivement, dans mon système, moi je ne vais pas le garder parce que vous savez, les eucalyptus sont des mycorhizes qui sont assez différents de nos climats ici, là en France, enfin, dans le nord, au nord de la Loire. Donc, c'est pas forcément voilà, adapté en termes de mycorhizes. Donc, je veux dire, c'est pas obligatoire, quoi. Il y a d'autres arbres qui font aussi Ouais. une ombre portée. Voilà. C'est juste Ouais. peut-être pour la personne qui veut absolument mettre des eucalyptus. Je sais pas qui a posé la question, mais voilà, c'est pas une obligation de planter des eucalyptus, quoi. Ouais. Vous avez plein d'autres arbres qui vont jouer ce rôle de pionnier dans cette phase secondaire, là, cette deuxième phase après les plantes annuelles et bisannuelles, et qui vont tolérer la pleine lumière. Donc, Stéphane a parlé de l'érable, il y a le merisier, il y a le peuplier, il y a, si vous êtes un peu joueur, mais faites attention, cendrazone, le robinier faux acacia. euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Enfin, voilà. En Méditerranée, on va avoir le micoucoulier aussi. Hein, voilà. Il y a une panelle d'arbres qui joue ce rôle, donc pas la peine. Enfin, prenez ce qui pousse près de chez vous, quoi. Autre question pour toi, Stéphane. Bon, alors celle-là, on l'a toujours à tous les webinaires. Je vais la poser quand même, mais un jour, on fera une Q&A et on pourra dire, allez voir Mhm. la session questions-réponses. Le boudleia pose problème pour la biodiversité et les papillons. Comment fais-tu pour le gérer? Donc, enfin, en gros, je vais dire ce que j'ai dit dans le chat et puis je te pose une autre question parce qu'on l'a souvent. Si vous Ouais. mettez du boudleia, ça peut être très intéressant parce que, en fait, bah, il pousse très spontanément autour. Cependant, c'est vrai que le boudleia, en tout cas, comme il est décrit par les biologistes, il peut poser des problèmes en termes de biodiversité, et notamment avec les champignons, les papillons, pardon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous faites le choix de mettre du buddleia, il va falloir essayer de le maintenir, enfin de le tailler régulièrement en fait pour qu'il arrive jamais vraiment à fleur et d'essayer Mhm. d'être vigilant à laisser le moins de fleurs possible. Et de toute manière, la taille de perturbation s'effectue normalement à ce moment-là de la floraison, en début de floraison. Donc, bon, on laisse un peu la floraison, on vient tailler juste après la fin de la floraison. Donc voilà, le Boudleia, va falloir être juste un peu plus vigilant avec à ce niveau-là. Et voilà pour la réponse à cette question. Tu avais pas mal de questions, Stéphane, sur l'irrigation. Est-ce que tu as mis un système d'irrigation? Pourquoi tu n'en as pas mis? Oui. Voilà. Eh ben oui, très intéressant. Alors moi j'ai là je vous ai présenté un espace là qui fait 80 mètres carrés, mais j'en ai 10 comme ça, donc il y a presque 1000. Après il y a des haies et tout ça. Donc j'ai décidé de rien n'est irriguer en fait. Voilà, après on est en Mayenne, normalement il pleut. Enfin normalement il pleut plus. En Mayenne il pleut plus régulièrement.
que dans le sud, ou en tout cas, il y a pas trop, il y a les périodes où il pleut moins sont moins importantes. Bon, c'était vrai avant. Là, l'été 2022 et puis l'été qui vient de passer, effectivement, la distribution d'eau, là, c'était assez compliqué. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas mettre de système d'irrigation pour travailler la résistance à la sécheresse de toute la guilde. Et quand même, si j'ai un puits, en fait, moi, j'ai un puits naturel qui est juste à 2 mètres là, de profondeur, qui s'épuise jamais, même pendant les grandes canicules. Et donc, ce puits me permet, si jamais enfin, il y a des petits sujets, surtout en début, enfin, les 3 premières années là, de plantation. Donc, il y a quelques petits sujets en fait que j'ai arrosés à l'arrosoir, en fait, à partir de l'eau de mon puits. Juste vraiment si c'était un peu les dernières heures. Mais sinon, non, l'idée c'est de créer la résistance à la sécheresse, donc je n'arrose pas. Alors effectivement, dans certains cas, ça peut être problématique, surtout les 3 premières années où on a un système ouais, qui est en plein soleil, des sujets très petits. Les boutures en plein soleil aussi, des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, on prévoit jamais la météo, mais ouais, je dirais il faut prévoir quand même, si on n'a pas de pluie, il faudrait prévoir au moins une ou deux réserves d'eau, là, des 1000 litres, pour, en cas d'urgence, arroser les petits sujets, quoi. Mais Ouais. pas toute la guilde, parce que là, ça fait trop. Et donc, j'ai pas installé non plus de système d'irrigation, là, de goutte à goutte et tout ça, parce que voilà, je suis pas pour, voilà. C'est Ok, tout. merci. Ouais, bah, c'est quelque chose de clé. Enfin, n'hésitez pas à... enfin, Mm, si vous voulez pas arroser, la clé, ça va vraiment d'être réussir ce qu'on appelle le placenta, c'est-à-dire ces 2 premières années. Le plus de stratification vous aurez avec des plantes annuelles et bisannuelles qui vont permettre de maintenir un microclimat, euh, ça va être vraiment la clé qui va permettre de protéger vos arbres et arbustes qui arrivent par la suite. Et si vraiment vous voyez que ça souffre, euh, bah, vaut mieux anticiper et mettre de l'eau, quoi. Enfin, là, mm, Stéphane l'a dit, moi j'ai eu les mêmes problèmes chez moi en Normandie ce printemps. En fait, il n'a pas plu le printemps, quoi. Et à un moment donné, quand il pleut pas de printemps, bah, enfin, je veux dire, on va pas changer la physiologie de nos végétaux en claquant des doigts. Bah, c'est le printemps, c'est des végétaux qui sont tout jeunes, tout fragiles, qui ont besoin de s'implanter. Et donc, l'idée avec l'agriculture syntropique, c'est de se passer de l'eau, enfin, de se baser uniquement sur l'irrigation naturelle à terme, et puis surtout les mécanismes de condensation d'eau qu'il y a à l'intérieur des systèmes stratifiés. Mais les premières années, bah, en fait, on donne des petits coups de pouce pour que ça s'implante, quoi. Parce que sinon, tout le monde mm. galère et quand même, bah, les climats, enfin, le climat et la météo se détraquent. Donc voilà, faut pas hésiter à les aider. Et Euh, donc l'astuce, ouais, juste pour finir, l'astuce, c'est de planter très serré. Donc, moi, j'ai planté à 20 centimètres. Donc plus on va planter serré, plus on va créer ce microclimat et puis ce cycle secret là de l'eau. Et puis c'est le couvre-sol aussi. C'est l'engrais vert. La moutarde et la facélie, juste avec une toute petite pluie. Après, il n'a pas plu, mais ça lui a suffi pour monter de 50 centimètres et là, créer ce microclimat pour les petites boutures. Ça, j'en avais parlé au début. Donc, Carrément. effectivement, l'engrais vert, c'est ça. Effectivement, ça apporte d'autres nutriments, mais ça a d'autres fonctions qui est de garder la fraîcheur et l'ombre portée. Mm, très Et tu as une important. autre question en parlant d'engrais verts qui demandait quand est-ce que tu l'as taillé, à quelle période de l'année. Déjà, quand est-ce que tu l'as planté, semé, quand Mm. est-ce que tu l'as taillé, et voilà. Et ben moi, je l'ai semé, donc comme j'ai dit, c'était le 20 mars, au moment où j'ai terminé d'implanter en fait mes boutures. Enfin, une fois que j'avais tout planté, j'ai semé dans les lignes. Et après, j'ai marché dessus pour avoir un bon contact entre la graine et le sol. Ça, c'est important parce que je sais que bon, j'ai des voisins qui jettent des graines comme ça, mais si c'est pas assez tassé, ça prend pas. Il y en a que la moitié qui va démarrer, c'est dommage. Donc, tasser légèrement. Et ensuite, donc ça, c'est ça. Et ensuite, j'en ai taillé une partie quand il y a eu quelques pluies c'était au mois de mai, mi-mai. Est-ce J'en que ai tu as eu taillé des une partie. repousses ou pas sur ta moutarde?
Ouais, j'en ai taillé une partie, mais pas tout, parce que je sentais qu'il allait pas trop pleuvoir, donc je vous ai pas non plus tout. Donc j'en ai laissé une partie, on va dire la moitié j'ai mis au sol et l'autre moitié je les ai gardés parce que mon idée en fait c'était de voilà s'il pleuvait pas assez, ça allait pas repousser. Et puis surtout, je voulais garder quand même un minimum de graines en début d'été pour que ça puisse se ressemer derrière, quoi. Et là, en fait, ça s'est ressemé. Et là, moi, j'ai pas pris la photo là aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, la facélie qui est remontée sur toute la surface. Il y a la facélie qui fait, je sais pas, enfin, qui fait 25 centimètres de haut sur pratiquement toute la surface. La moutarde a beaucoup moins repoussé, mais la facélie, elle est revenue, ouais, on doit dire à 50% en densité, quoi. Elle s'est Ok, ressemée toute seule, quoi. ok. Sachant que, enfin, c'est pas un point de vigilance, mais plus vous laissez de graines dans votre système, plus ça va induire une information de sénescence et de ralentissement aussi. Donc, si vous voulez que des choses se ressèment, c'est un équilibre à trouver, mais il n'y a pas. Enfin, voilà. C'est quelque chose, c'est un équilibre à trouver là-dedans. On explore ça plus en formation. Si vous voulez Mhm, aller voir dans notre dernière newsletter, on vous a mis la liste de tous les formateurs et formatrices en France qui donnent des formations. Donc, vous en trouverez forcément près de chez vous. Alors, on en est où dans les questions? Est-ce que il y a quelqu'un qui demande, alors je vais répondre rapidement à trois quatre questions, comme ça on pourra prendre les dernières par la suite. Quelqu'un dit, en parlant de rattrapage, j'ai des zones où finalement il n'y a pas assez de verre, je suppose qu'il est possible de remettre des plantes par la suite. Oui, tout à fait. Si vous voyez que, bah, comme chez Stéphane, en fait, Stéphane c'est ce qu'il a fait, il y avait quelques arbres fruitiers, et il s'est dit, bah, je découvre la syntropie, je me rends compte le rôle clé de la photosynthèse dans le vivant. Et du coup, il faut beaucoup plus de photosynthèse, je plante davantage et je restructure mon système avec ça. Voilà. Mais l'idéal reste de tout planter en même temps quand même pour justement accompagner les arbres dans leur croissance et créer vraiment ce microcosme de protection. Au début, c'est le microclimat. Autre question que je vais repasser rapidement. Je m'interroge sur la gestion du prunellier qui a tendance à drageonner dans tous les sens en réponse à la taille. Bah ouais. Si vous mettez des espèces qui drageonnent, elles vont sans doute drageonner en réponse à la taille. Cependant, ça peut être quelque chose de très chouette aussi dans vos systèmes, si vous avez le temps pour les tailler et l'envie de les tailler. Voilà, c'est quelque chose à trouver comme équilibre. Euh, le prunellier et le robinier, par exemple, ça drageonne fort. En plus, ça a des épines. Donc, je vous avoue que pour des systèmes à grande échelle, c'est pas très fun à gérer. Donc, on évite de trop en mettre. À petite échelle, c'est peut-être faisable. Donc à vous de voir. Et dans tous les cas, dites-vous bien que s'il drageonne à un endroit, bah, c'est que il va faire quelque chose à cet endroit-là. Donc voilà. Vous le taillez, vous le remettez au sol si vous embête. Voilà. Bien que, enfin, voilà, mon conseil, ça serait d'y aller mollo quand même, avec ces espèces qui drageonnent. Enfin voilà, c'est le grand facteur, ça va être combien de temps vous avez à lui consacrer, quoi. Euh, une question pour toi, Stéphane. Est-ce que la cloque est présente dans tes péchés ou pas du tout? Oui. Moi, j'ai de la cloque, enfin, j'ai la cloque dans, alors, j'ai deux espaces. Il y en a un où elle est déjà là et un autre espace où elle n'y est pas encore. En fait, la cloque, là, c'est un champignon là, qui est sur l'écorce. En fait, elle est tout le temps là. Elle se déclenche généralement en mars quand il y a un épisode de chaud et humide. Et alors, moi, ce que je fais, c'est que là, j'en ai un petit peu au départ. Et justement, ma technique, c'est que, alors, comme je suis un producteur de lithophaire, là, de litière forestière fermentée, c'est de l'humus de la forêt qu'on reproduit avec du son de blé, du sucre et de l'eau dans des bidons en anaérobie. Et donc moi j'en ai toujours sous la main et donc je fais des applications en foliaire avec de la lithofère liquide. Donc assez tôt en saison, là, février-mars, juste avant en préventif, juste avant qu'elle arrive. Donc là, il y en avait un petit peu, mais finalement pas tellement. Et puis là, je regarde les pêchés, ça s'est quand même bien passé. Il y a eu des bonnes récoltes. Bon, c'était une bonne année à pêcher aussi, mais j'ai quand même pas mal de pêche, des belles feuilles là pour la photosynthèse, un petit peu de cloque au bout, mais genre les trois, quatre premières, c'est tout, quoi. Ok, Voilà, voilà. merci pour Donc là, il ça. faut faire en traitement anti-cloque du pêcher.
Ouais. N'hésitez pas, on fera un webinaire, je pense, un jour sur la litière forestière fermentée et son rôle vraiment. Mais Mm, on est au début d'utilisation en climat tempéré, mais Stéphane, c'est un des pionniers à avoir amené ça en France et je pense on refera un webinaire avec toi, Stéphane, pour parler de ça parce que on a mm, besoin d'en parler davantage. C'est quelque chose qui peut vraiment nous beaucoup aider le système, quoi. Euh, et il est 21h22, on va s'arrêter à 21h30, donc je vais prendre quelques questions en tout cas. Alors, il y a petite discussion sur le lierre qui s'est entamée dans le chat, donc je vais vous la partager puis je vais répondre. Donc c'était Sébastien pardon, qui demandait, est-ce qu'on met du lierre dans des systèmes syntropiques ou pas? Le lierre, c'est une plante qui va vraiment jouer ce rôle de condensation dans les forêts. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez mettre du lierre, mais vous embêtez pas à mettre du lierre. Déjà parce que le lierre, en général, il arrive dans les systèmes qui sont quand même plus matures. Il n'arrive pas au début. Il va arriver tout seul. Les oiseaux vont venir l'amener s'il y a besoin de l'amener. Et, euh, et, euh, et donc voilà, il va venir progressivement tout seul. Et bien sûr qu'il est bénéfique et qu'on le laisse s'il apparaît. Voilà, il y avait pas mal de questions sur la consoude aussi qui sont revenues. Là, je vois, il y en a une dans le chat qui demande la consoude classique est-elle vraiment ingérable dans un système syntropique ou pas? Parce que toi, tu as mis de la B14. Donc, mm, je vais essayer d'y répondre. Moi, je connais un système, d'ailleurs, vous pouvez aller voir le replay. C'est François Robin du Verger au Bois-Gourmand. Il y a le replay sur notre chaîne YouTube qui, lui, il s'est pas embêté à mettre de la B14. Il a mis de la consoude classique qu'il a trouvé autour de chez lui et elle se gère très bien. De temps en temps, alors lui, c'est un système professionnel, donc c'est que des lignes avec un interrang. Donc des lignes d'arbre et un interrang de mémoire, il fait 1,50 m son interrang, ou 2 mètres. Euh, il y a de temps en temps des consoudes qui se multiplient et vont dans l'interrang, mais comme l'interrang il est géré, mécanisé et il est fauché, quoi, ça pose pas de problème du tout dans son système chez lui. Donc voilà, moi, les retours que j'ai avec de la consoude classique, c'est que ça pose pas vraiment de problème, quoi. Donc si vous avez ça sous la main, c'est très bien aussi. Et ça va peut-être un peu plus bouger, mais pas tant que ça. Et une autre question qu'il y avait, c'était, je sais plus qui, euh, la B14, ouais, la B14, c'est une consoude qui a été sélectionnée pour ne pas que ses graines soient stériles. Donc c'est ça son grand avantage. Et, euh, et voilà. Il y avait une question pour toi, Stéphane, auquel on va essayer de répondre tous ensemble, je pense surtout. mhm, mm. C'est bien le bonjour. J'ai planté également un verger syntropique. Je voudrais avoir votre retour sur les délais de démarrage car j'ai constaté un début ralenti sur 2 lignes avec la consoude sur les saules et les peupliers. Donc, si je comprends bien, c'est la consoude qui a ralenti la croissance des saules et peupliers. Je ne sais pas si la personne est toujours là et qu'elle veut expliquer parce que j'ai pas trop Mhm. compris la Ouais, question. non, peut-être l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui a ralenti dans la ligne, ouais. Mais Ouais. ça. Alors, Yann, si tu veux ouvrir ton micro, donc, pour nous expliquer ton problème. On va essayer d'y répondre rapidement. Puis, si vous avez une ou deux autres questions, Oui, on va les prendre et puis après, Mm, on clôturera. Vas-y. vous m'entendez? Ouais, Oui, c'est bon. Ouais, ouais, c'est sur 2 lignes en syntropie. Donc il y a du fruitier, petit fruit cassis et grand fruitier pommier. Et il y a du saule et du peuplier en arbre support. Et sur 2 lignes où il y a la consoude, les peupliers et les saules n'ont vraiment pas démarré. À côté, il y a les mêmes lignes sans la consoude qui ont vraiment bien démarré. Il y a des Polonia aussi sur cette ligne qui sont beaucoup plus petits que sur les lignes à côté où il n'y a pas la consoude. Donc je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas une concurrence sur la consoude là, au début du système, la mise en place. Est-ce qu'elle pompait pas un peu plus et empêchait, enfin ralentissait la croissance sur les autres végétaux, quoi. Je sais pas si vous avez un ok. retour. Moi, j'ai une question pour essayer de comprendre un peu plus. T'as taillé la consoude ou pas? Ouais, je lui ai fait 5 tailles là pendant au moins 5 tailles, ouais. Ok, donc en plus, tu Il l'as faisait des pauses taillé. de 3 semaines et qui revenait à sa taille, à sa taille initiale, quoi. Ok. J'ai pas d'explication parce que moi, tous les systèmes que j'ai visités, cette association, la consoude et avec des peupliers saules, j'ai pas observé de ralentissement. Ouais, De dès le début, ça part ralentissement. direct, quoi.
Après, le ralentissement, là, enfin, c'était cette année que tu as implanté ton système? Oui, c'est tout. Ces lignes-là, elles sont de cette année, ouais. Ok. Et ben peut-être que c'est du coup lié enfin, à la, à- enfin, je sais pas si combien d'eau t'as mis et si t'as irrigué ou pas, mais comme on a eu un Non, très printemps peu. sec et Ouais, un été sec, c'est sûr que une bouture, si c'est sec, elle galère dans tous les cas. oui. Donc Oui, à c'était des boutures. Les s'implanter. saules et les peupliers, c'était que de Ouais, la bouture c'est direct ça. pleine terre. Ouais, ouais. Et ben ouais, c'est peut-être ça. Du coup, là, Mm, effectivement, mm. il y a peut-être un effet de compétition localisée qui s'est mis en place entre ta soude et les boutures, parce que les boutures, elles ont besoin de conditions assez favorables pour grandir au début. Donc, si ça manque d'eau, et ben effectivement, ça peut peut-être expliquer ce ralentissement que tu as observé. Bah, la consoute, elle aurait tout pris, quoi. Parce elle est Mm. bien, donc elle aurait tout pompé, quoi. Bah, tout pomper, je sais pas, mais en tout cas, Enfin, en tout cas, mais ouais, Tu, tu peux elle en a nous pris envoyer des photos. Mm. elle en a pris une bonne partie. Ouais, il bien n'y a sûr, pas ouais. eu, il y a pas eu de Mm. synergie positive là parce qu'il y avait trop, enfin, il y avait vraiment enfin, un manque d'eau critique, quoi. Ok. Euh, Ouais, ouais, pourquoi pas. Ça marche. Bon, en tout cas, c'est l'explication que là, je vois. Je pas, enfin, parce que sinon, je l'ai jamais observé sur aucun système. Ok. Cette notion de ralentissement liée à la présence de consul. Ok. Euh, Merci. Question de Benoît pour toi, Stéphane. Est-ce que tu avais mis du compost ou de l'engrais pour le démarrage? Est-ce que je mets du compost ou de l'engrais? Non, pas vraiment. Non, j'ai rien mis de ça. En fait, c'était donc un ancien jardin-forêt où l'expérimentation, pendant 2 ans, en fait, j'avais mis du broyat, là, du BRF et du broyat. Mais c'est un endroit qui a 10 centimètres d'aquilé millefeuille. Donc on est sur de l'aquilé millefeuille. J'avais mis du broyat par-dessus pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, mais j'ai pas mis ouais, d'engrais ou de compost particulier. En fait, je suis passé à la motobineuse pour faire les allées. Donc ça a projeté le tapis en fait d'Achille millefeuille. Et Achille millefeuille, ça fait 10 centimètres de grosses racines et tout ça. Et donc je l'ai projeté un peu sur la ligne centrale. Et c'est tout. Alors ça a fait une sorte de mulch aussi. Ça s'est décomposé. Je pense que ça a été positif pour le système mais rien Pas d'autre. Et puis d'intrant. après, il y avait l'ancien, ouais, pas d'intrant, pas d'intrant. Voilà. Ok, très bien. Et ben on va. Allez, Marie qui a une dernière question. Elle demande qu'est-ce qui a la place des consoudes sur les autres lignes. Alors, il me semble que tu nous as montré qu'il y avait de la lavande, du romarin, de la mélisse, de la menthe, de Oui, mémoire. de la voilà, de la Tanésie aussi. sauge. J'ai de la sauge aussi. Ouais, bah c'est ça, Tanésie. principalement. Ouais, la Tanisie, c'était plus en bloc herbe sur les bords. Mais en bordure urbaine, c'était sauge, mélisse, menthe, et de la menthe aussi, ouais. Des différents types de menthe. Euh, et principalement, ouais, voilà. Et après, Ok, différents types de sauge aussi, ouais. très bien. Et je vous propose qu'on s'arrête là. J'ai plus de questions, à moins que j'ai oublié votre question, mais de mémoire, il me semble pas. Je les avais toutes notées et j'ai l'impression de les avoir toutes traitées, tout abordées. Et donc on va s'arrêter là pour ce soir. Euh, je vais vous transmettre un projet qu'on a en ce moment avec l'association. On a lancé un questionnaire de récolte de vos besoins. L'idée, c'est de rassembler tous les besoins de la communauté des praticiens et praticiennes en agroforesterie syntropique, en syntropie, pour collecter vos besoins et voir comment nous, en tant qu'association, on peut y répondre au mieux. Et donc, pour y répondre au mieux, ben, on a besoin de les savoir. Donc, on lance un questionnaire depuis cet automne pour venir récolter vos besoins. Donc, je vous l'ai envoyé dans le chat. Je vous invite vraiment à aller le remplir. Ça va nous permettre, nous, de savoir quelles sont vos attentes, comment on peut vous aider au mieux, tout simplement, dans cet apprentissage et cette mise en place de systèmes syntropiques. Donc, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez aussi nous rejoindre, bah, vous êtes les bienvenus. Notre adhésion, elle est à prix libre. On a vraiment fait le choix pour que chacun et chacune, quels que soient vos moyens financiers, vous puissiez nous rejoindre et venir participer aussi. Si vous avez un peu de temps à consacrer, ben, on recherche aussi du monde, que ce soit dans la communication, dans la création de contenu, dans nos différents projets. Là, on s'est lancé sur la réalisation de fiches fermes, par exemple, en ce moment.
On va aller voir différents projets, faire des fiches. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller explorer notre site web et puis la carte de l'agriculture syntropique qui est qu'on a mise en place pour vous permettre de trouver qui fait de l'agriculture syntropique près de chez vous. Puis si vous n'avez pas votre point encore sur la carte, eh ben, créez votre point. Comme ça permettra aussi et ça facilitera la mise en réseau au niveau local. Voilà. On a en tête, ça va venir peut-être pas tout de suite encore, mais le projet potentiellement de créer progressivement des groupes locaux, au moins des groupes régionaux. Donc voilà, le plus de points on aura sur la carte, le plus ça nous permettra de vous contacter. Et puis surtout, ça permet aux gens déjà à proximité de chez vous de vous rencontrer. Donc ça, c'est très cool à ce niveau-là. Voilà. Et, euh, et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à toi, Stéphane, pour cette présentation et cette guilde des péchés. Et puis, on se retrouve toutes et tous dans un mois pour un nouveau webinaire de retour d'expérience. Donc, ça sera le 3 novembre. Et on aura le plaisir d'accueillir Pierre Garneau, pardon. Stéphane, t'es là. Le prochain, c'est Pierre Garneau. Pierre qui pratique l'agroforesterie syntropique depuis bien 5 6 ans maintenant et qui a créé une pépinière syntropique, vraiment qui a structuré toute sa pépinière syntropique, enfin toute sa pépinière en syntropie et qui est vraiment voilà, un des pionniers en la matière en France. Donc, n'hésitez pas à venir, ça va être, j'en doute pas, très intéressant. Et puis, ça vous permettra aussi de nourrir votre approche avec un autre point de vue et une autre manière de faire en fonction du système. Voilà. Eh bien, belle soirée à tout le monde. N'hésitez pas, si besoin, à nous contacter aussi par mail pour quelconque question. Vous avez tout le formulaire pour nous contacter dans le site web. Et puis à très vite.